Donc, comme je vous le disais, lorsque le sujet nous a été exposé, donc on s'est demandé de quoi on parle en fait. Parce qu'il était possible de parler d'un certain nombre de choses différentes, comme par exemple l'influence de la date de taille sur la date de débourrement, quel cépage il était possiblement préférable de tailler en premier, les cabernets ou les merlots, les sauvignons blancs ou les sémillons. Est-ce que la date de taille a une influence sur la sensibilité au gel, l'influence des conditions climatiques hivernales sur la fertilité des bourgeons, sur leur fragilité ou sur la capacité de débourrement des bourgeons latents. Tout ça est fort intéressant. On aurait pu développer sur beaucoup de ces sujets. Nous n'avons pas souhaité, par exemple, reparler du gel, puisque ce n'était pas le cas de cette année pour ce millésime. Et mon collègue, il y a donc 2 ans, lors de la grande période de gel, Massimo avait fait un exposé tout à fait intéressant sur ce sujet. Donc, nous sommes revenus sur les basiques, ce qui nous intéresse, et ce avec quoi nous travaillons finalement quotidiennement auprès de nos clients à Bordeaux et dans la France entière et dans le monde, à savoir que notre réalité sur le terrain, c'est celle-ci. Donc ça, ce sont des photos qui sont prises sur Bordeaux, donc rive droite et rive gauche. Le merlot et le cabernet sauvignon sont exposés les deux à ce genre de problématiques. Des dessèchements et des dépérissements qui sont extrêmement importants, dus aux pratiques de taille durant de longues années. Donc ça, c'est notre quotidien. Face à ça, lorsque nous arrivons sur les propriétés, la première réaction de beaucoup de nos clients, c'est on arrache tout. Donc on leur dit non, on ne va pas faire ça parce que ça ne va pas être possible. On ne peut pas tout arracher. Donc il faut arriver à retravailler sur des pieds comme ça. Et pour ce faire, on a besoin de pampres. Il nous faut des pampres pour arriver à retravailler ces pieds, à leur redonner une seconde vie, pour les faire vivre le plus longtemps possible. Certains survivront plus que d'autres, plus ou moins longtemps, mais on arrive à faire des jolies choses sur des pieds même déjà très, très affectés par le dessèchement ou même par l'esca. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les facteurs qui influent le plus sur la sortie des pampres. Comme je vous le disais, moi je n'étais pas à Bordeaux ces 8 dernières années, mais mes collègues si, donc je leur ai posé la question, j'ai dit Tommaso, ça fait 8 ans que tu es maintenant à Bordeaux, dans les vignes tous les jours, hiver comme au printemps. Est-ce que toi, tu as vu cette année, par exemple, après l'hiver 2018-2019 que nous venons de vivre, une réaction des plantes par rapport à ce que nous faisons qui soit très différente par rapport aux autres millésimes? Et après réflexion, il me dit, mais en fait, non. Ça fait 8 ans que je suis là, et ça fait 8 ans que moi, avec tout ce qu'on fait dans les vignes, tout ce qu'on arrive à mettre en œuvre, on a des pampres tous les ans. Ce qui pour nous est extrêmement important, je vous répète, sans pampres, on n'arrive pas du tout à travailler. Donc, la réponse qu'il m'a faite est tout à fait intéressante. On s'est donc dit, bon ok, on n'observe pas de différence flagrante sur la sortie des pampres, donc qu'est-ce qui pour nous est en fait important sur la sortie des pampres? Donc c'est ce dont je vais vous parler à présent. La première chose, le premier facteur qui est pour nous et qui paraît à peu près évident, je pense que tout le monde le sait, c'est pour ça que je vous ai demandé qui était de la rive droite, qui de la rive gauche, ça dépend en premier du cépage. Il y a des cépages qui sont plus producteurs en pampres que d'autres, qui sont aussi plus sensibles que d'autres au dessèchement et aux maladies du bois. Malgré tout, on observe dans tous les cas, en fait, des sorties de pampres lorsqu'on recommence à travailler les pieds. Donc sur Merlot, ça c'est un Merlot donc pris ce printemps en photo, donc, sur lequel on retravaille les bras depuis quelques années. Et en fait, des pampres, on en observe. Donc sur Saint-Émilion, on a une sortie de pampres qui est toujours beaucoup plus importante, alors que sur le Médoc, c'est toujours un petit peu moins. Donc certainement, et c'est un constat que l'on peut faire par rapport à ce que vient d'exposer Thibaut, à savoir que les pluies, effectivement, et donc les sols ont certainement un impact
Je pense que tous ceux qui sont de la rive droite ici ne me contrarieront pas. On a sur les merlots toujours des sorties de pampres, et plus on commence à soigner effectivement la taille et plus on commence à laisser des bourgeons de réserve, effectivement on a de plus en plus de sorties de pampres placées comme nous le souhaitons pour pouvoir commencer à retravailler les pieds. Donc j'ai un pointeur quand même là. Voilà, on a ça. Donc ça... Là, ce sont des pampres en fait sous les bras, sur lesquels nous commençons en fait à récupérer un flux de sève de façon à pouvoir reconstruire du bois. Le Cabernet Sauvignon, un peu moins producteur en pampres, mais malgré tout, lorsque nous commençons effectivement à retravailler également les pieds, on arrive à récupérer des très jolis pampres sur les Cabernet Sauvignon et même sur des très vieux Cabernet Sauvignon. Aussi bizarre que cela puisse paraître et même surprenant, j'en étais la première surprise, moi, quand je suis arrivée dans le Médoc il y a 3 ans pour travailler avec Simon et Tessier. Je leur ai dit, non mais attendez, ça va être très compliqué sur le Cabernet. J'étais extrêmement surprise en arrivant sur les épamprages de voir effectivement comment on arrive à récupérer des pampres. Donc, en matière de sensibilité des cépages au dessèchement et aux maladies du bois, comme vous le savez très bien, le Cabernet Sauvignon est très sensible, ainsi que le Sauvignon blanc. À l'inverse, le Merlot et le Sémillon, eux, dessèchent davantage de ce qu'ils manifestent de l'ESCA ou disons on arrive à en trouver, mais beaucoup moins que dans les Cabernet Sauvignon ou sur le Sauvignon blanc. Donc, comme je vous le disais, dans tous les cas, nous observons des sorties de pampres. Par contre, notre problème, en fait, c'est qu'après le gros travail des pamprages que l'on fait au printemps, sur lesquels on arrive à laisser beaucoup de pampres pour pouvoir, à la taille suivante, préparer les pieds, le problème, c'est la survie de ces pampres lors de la saison. Tommaso m'expliquait qu'en moyenne, lui, il considère qu'il nous reste à peu près 40% des pampres que nous avons laissés à l'épamprage à la taille suivante. Donc il y a toute une problématique et des questions à se poser par rapport à ça, par rapport à la pérennité des pieds, notamment sur les problématiques donc, de tracteur et de levage, de façon à pouvoir protéger ces pampres qui nous intéressent pour l'avenir. Ensuite, un autre facteur qui pour nous est très important par rapport à la sortie de pampres, indépendamment visiblement des conditions climatiques, c'est la charge en bourgeons francs associée aussi à la vigueur. Et le plus bel exemple qu'on peut avoir de ça, c'est que sur les années, c'était le cas il y a 2 ans, après un très gros gel, on a des énormes sorties de pampres dans les têtes et sur tous les pieds en fait. Donc lorsqu'on diminue la charge en bourgeons francs sur le pied, systématiquement, la plante réagit en sortie de pampres importante. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut réduire absolument par 2 la charge en bourgeons francs, sinon bien l'adapter à la vigueur du pied. C'est par là. Tout en respectant son architecture. Pour nous, ça, c'est un point extrêmement important. Donc sur cet exemple, par exemple, nous avons une plante assez vigoureuse qui était chargée raisonnablement par rapport à sa vigueur, avec une très jolie sortie de pampres. Alors qu'à l'inverse, sur cet autre exemple, clairement la charge était trop importante par rapport à la vigueur du pied, et donc on a une sortie de pampres beaucoup moindre, voire pas du tout. Donc l'adaptation de la charge, pour nous, ça c'est quelque chose auquel nous faisons très attention lorsque nous arrivons sur les propriétés, par rapport à la demande de production bien sûr, mais également de façon à pouvoir récupérer et retravailler ces pieds. Bon, ben là ça n'a pas marché, tant pis. Enfin, et ça c'est pas le moindre, pour pouvoir faire des pampres, pour pouvoir récupérer des pampres, il faut qu'il y ait des bourgeons latents. Ça veut dire que tout au long de la vie du pied et tout au long de la construction du pied, il faut qu'on ait des bourgeons latents existants. Si on n'a pas de bourgeons latents, on n'aura plus jamais de sortie de pampres. Donc les pratiques de taille et d'épamprage qui consistent à raser, par exemple, pour faire bien propre, pour éviter les sorties de pampres, marchent très très bien.
En dehors du fait que ça dessèche aussi le bois à l'intérieur, ça nous enlève toutes les couronnes et tous les yeux de la couronne qui nous permettraient de refaire des pieds depuis le bas ou même sous les bras. Donc le respect des couronnes, c'est véritablement quelque chose qui, lorsqu'on commence à le pratiquer sur des pieds qui ont été rasés toute leur vie, même lorsqu'ils sont très endommagés sur les troncs ou sur les bras, on arrive à récupérer finalement des flux de sève et à réactiver les têtes en fait. Donc ça paraît très très bête ce que je suis en train de vous dire, mais si on va parler de conditions climatiques par exemple sur la sortie des pampres ou sur leur débourrement ou pas, il faut déjà s'interroger sur savoir s'il y en a ou pas. Et dans l'avenir, de toute façon, essayer d'en laisser pour laisser les conditions climatiques, si elles ont une influence, les faire sortir pour qu'on puisse les utiliser. Donc dans le premier cas, donc, le respect des couronnes, c'est dès le début, ok ? Dès le début, dès la taille, la première taille, lorsqu'on rabaisse à 2 yeux ou lorsqu'on monte en tirette, on respecte déjà à ce moment-là les couronnes pour ne pas dessécher à l'intérieur du pied. Lorsqu'on monte en tirette également, ou lorsqu'on fait ce que vous appelez ici le ancage, tout ce qu'il y a en dessous sur la partie pérenne vraiment du pied, on respectera également les couronnes. Ça, c'est impossible de raser là, on laisse les bois de réserve. Et lorsqu'on installe les bras, on respecte également les couronnes. Donc ça, ce sont des yeux qui vont de toute façon possiblement débourrer, qui ne nous intéressent pas forcément là où ils sont placés, mais ça évite le dessèchement sur le bois de 2 ans. Et surtout, on garde la couronne du bois de 2 ans, qui lui, donc ce sont des yeux dormants, qui possiblement un jour pourraient être utiles. Laisser les couronnes, c'est important à la taille, mais c'est encore plus important, et c'est souvent un aspect qui est un petit peu négligé, c'est à l'épamprage, où on voit malheureusement encore beaucoup de choses comme ça. Donc on a tout bien fait, on a taillé, on a bien respecté le flux, on a une très jolie sortie sur des plans taillés à 2 yeux, et puis après on se retrouve avec des équipes d'épamprage qui nous laissent des crevasses comme ça, sur les pieds. Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'on commence à détruire le pied déjà depuis le tout début. Et là, on enlève complètement les bourgeons, en plus de dessécher à l'intérieur. Pareil, lorsqu'on est en tirette, à nouveau, là, c'est un exemple, c'est du Cabernet Sauvignon, sur lesquels on arrive un peu tard pour ébourgeonner. Ça arrive assez régulièrement sur les plantes qu'on arrive un peu tard pour épamprer. Donc, à la main, surtout sur du Cabernet Sauvignon, on n'arrache pas, sinon on enlève tous les bourgeons. Donc ça, on ne fait pas. Donc lorsqu'on a ce genre de situation avec une très jolie vigueur sur des jeunes vignes, donc que ce soit là, c'était un cas à 2 yeux, mais ça peut être également sur des tirettes, on prend un petit sécateur, une épinette, et on fait propre. On laisse les couronnes. On ne peut pas raser. Sinon, on commence à affecter le pied. Et c'est pareil lors de toute la construction du pied. La taille a également une importance sur le débourrement et surtout sur ça peut avoir une influence sur ce que nous observons sur la date de débourrement et sur sa qualité, en fait. Et ensuite sur la croissance. Donc là, ce sont des merlots. J'ai voulu présenter un peu de cordon en pensant que peut-être nous aurions quelques représentants du Sauternais dans la salle. Un merlot en cordon. C'est une propriété sur laquelle nous faisons des essais. Nous avons commencé ces essais il y a 4 ans, en fait, et l'INRA nous aide à faire des suivis d'ESCA, fait des comptages de pieds, en fait, atteints d'ESCA sur ces 2 modalités. Une modalité taillée classiquement en cordon, donc on fait la taille classique en cordon que l'on trouve à Bordeaux et dans le monde entier, et une taille, ce que nous appelons ramifiée. Donc ça, c'était une photo qui était prise en début d'hiver dernier. Donc un merlot avec 4 points de croissance, idéalement, dont un qui est déjà sec. Lorsqu'on coupe les pieds, on a ce genre de manifestation.
Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en rabaissant en permanence, en ne souhaitant pas monter, en fait, on dessèche progressivement les tourelles, comme c'est le cas ici par exemple. L'autogénération de pampres sur bois sec, ça ne marche pas du tout. D'où l'importance de ne pas générer trop de bois sec, sinon on n'a pas de pampres. Et on finit dans le cas des cordons, mais on arrive également à avoir ces mêmes problématiques sur les têtes de saule que l'on forme en taille longue, donc en guyot. Ça, c'est une multiplication de petites têtes de saule, finalement, sur les cordons. Donc, on perd des positions de taille et on dessèche complètement à l'intérieur. À l'inverse, donc ça, ce qui est intéressant sur cet exemple, c'est que c'est un merlot qui n'a pas été formé à la base, le cordon, par nous. En fait, il était mené comme avant, et ça fait 5 ans qu'on taille dessus en ramifiant. Et si vous regardez par rapport à la photo que je viens de vous montrer précédemment, en 5 ans, on arrive à récupérer une homogénéité de croissance et de bois sur tous les points de croissance, en ramifiant, en créant du bois. Donc, les conditions climatiques ont certainement, nous ne l'observons pas, mais elles ont certainement une importance sur la sortie des pampres et sur la sortie des bourgeons dormants. Mais pour nous, ce qui est le plus important, en fait, c'est que si on n'a pas de bourgeons dormants, premièrement, et qu'on génère trop de bois sec qui engendre donc également des maladies du bois, en fait, on n'arrive pas à avoir une expression normale de la plante, ce qui fait qu'on a un impact également sur le débourrement et sur l'homogénéité du débourrement, de la croissance et consécutivement de la maturité et des bois. Enfin, sur les complants, je voulais faire un petit point là-dessus parce que ça me paraissait important. Parce que finalement, nous travaillons, on aimerait avoir, par rapport à ce que vous expliquait Thibaut tout à l'heure, on aimerait avoir, oui, une boule de cristal qui nous dise ce qu'il va pleuvoir cet hiver et le prochain été. Mais la vérité, c'est qu'on travaille tous un petit peu a posteriori plutôt qu'a priori. Par exemple, les complants, nous avons tous observé cette année, suite aux grosses chaleurs de cet été, que les complants ont beaucoup souffert partout en France, à Bordeaux aussi. Donc c'est plutôt dû à la sécheresse et nous aurons certainement des interventions par la suite qui nous expliqueront et nous détailleront cet aspect-là. Nous, ce que l'on peut faire, ce que l'on fait pour éviter le plus d'accidents climatiques sur les complants, c'est vraiment d'être très, très respectueux en fait, de la vigueur du complant et d'adapter véritablement la charge. Donc sur le premier pied, par exemple, donc d'une vigueur la plus importante à la moins importante. Donc sur ce cas, par exemple, on a une très jolie vigueur et nous déjà, les pamprages, l'année dernière, nous avions pris les précautions vu que l'hiver avait été assez sec. On avait compris que possiblement on pouvait avoir des difficultés au niveau des plantes, donc on avait vraiment laissé assez peu de charge sur les complants, ce que nous avions besoin pour construire l'architecture du pied, mais on n'avait pas exagéré comme d'autres années où des fois on laisse 3 voire 4 pouces sur les tirettes, là on était plutôt entre 2 et 3. Donc on s'en sort plutôt bien sur les vigueurs. On a beaucoup de complants avec ce genre de vigueur cette année à la taille, donc sur lesquels, ne sachant pas, on a eu un très beau début d'hiver au niveau des pluies. Qu'est-ce qui nous attend pour les mois suivants? Je ne peux pas vous le prescrire. Ces messieurs pourront peut-être mieux que moi. En attendant, on reste très conservateur sur la charge cette année, considérant l'année qu'on vient de vivre. Donc on laissera sur des plans comme ça plutôt 3 bourgeons vraiment au maximum de chaque côté. Et sur des plans de vigueur moyenne, on laisse 2 de chaque côté, mais on maintient la forme. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'important, c'est de créer l'architecture du pied, la forme du pied. Ensuite, on adapte la charge. Mais on ne fait pas l'inverse. On ne fait pas d'abord la charge et ensuite on s'occupe de l'architecture. D'abord, on installe la structure du pied. Ensuite, on s'occupe de la charge. Et enfin, sur ce dernier point, donc des complants très faibles comme ça, on en observe pas mal aussi, qui sont rabaissés à 2 yeux, qu'on essaie de monter depuis quelques années et qui ne montent toujours pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe quand même beaucoup. Donc je souhaitais faire un tout petit point là-dessus également, notamment sur donc, les complants, la plantation et leur entretien. Ça, ce sont des complants que j'ai arrachés au printemps dernier.
des complants qui avaient été plantés non pas 6 ou 7 mois avant, mais l'année d'avant, et qui ne poussent toujours pas, qui sont en fait pas enracinés. Donc il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Et une des raisons que moi j'observe très régulièrement, et ce n'est pas une exclusivité bordelaise, pour le coup ça vaut pour toute la France. Donc on a l'habitude de couper les racines, très bien. Par contre il y a aussi une pratique, donc en Bourgogne on appelle ça planter à la fourchette, je ne sais pas comment vous appelez ça à Bordeaux, mais j'en ai vu faire dans pas mal de propriétés. Donc c'est enfoncer Enfin, pour moi, c'était un petit peu bizarre parce que je vous rappelle, j'arrive de 15 ans au Chili où là-bas on fait des trous à la pelle pour planter. Okay, donc la fourchette, c'était pas très habituel pour moi. Et ça m'a donc beaucoup surpris quand j'ai vu qu'on voulait enfoncer dans un petit trou grand comme ça, avec des racines des fois longues comme ça, un complant, en pensant pas que le long, lorsqu'on allait le descendre, inévitablement les racines allaient remonter. Et ça, je vois faire ça dans les propriétés de façon très régulière. Et naturellement, une racine qui sera plantée à l'envers, c'est une racine qui ne va pas s'enraciner. Ça ne marche pas. C'est très simple, c'est extrêmement basique, mais c'est une des choses qu'on voit finalement bien trop, en fait. Et c'est très problématique vu le coût de la complantation en France. Il est important de s'interroger sur les pratiques, de la façon dont on complante et sur la réussite de la complantation. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a ça. Autre problème, de plus en plus récurrent, dû à la très bonne nouvelle et au fait qu'on travaille de plus en plus les sols et qu'on applique de moins en moins d'herbicides, et c'est une excellente chose. Par contre, il va falloir se réapproprier également les pratiques qu'avaient nos anciens et qui permettent d'éviter l'affranchissement des pieds. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ça, ce sont des pieds qui, pour certains, ils ont 2-3 ans et ils ne poussent toujours pas. Alors nous, on nous appelle pour tailler et pour faire en sorte que les plantes poussent. On arrive à faire des belles choses, mais il y a un niveau de magie qu'on n'arrive pas à faire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une plante qui est mal enracinée, dans ce cas-là, elles sont affranchies. Donc, ça, ce sont les racines du pied franc, en fait, qui sortent juste au niveau du point de greffe. Et les racines du porte-greffe, en fait, ne se sont jamais enracinées. Et dans ce cas-là, il est carrément mort. Et ce sont des racines qui poussent complètement en surface. Donc je tiens à vous préciser, à nouveau, j'ai passé 15 ans au Chili, un pays où il n'y a pas de phylloxéra et où on cultivait il y a encore quelques années la totalité du vignoble en franc de pied. Donc les racines franches s'enracinent très très bien lorsqu'elles sont plantées comme telles, okay, c'est-à-dire un petit peu en profondeur, comme nous on plante. Mais une racine franche qui sort au niveau du point de greffe, en fait, elle fait ça. C'est un très beau spécimen, je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez représentative. Donc, ça n'est pas une araignée, c'est un pied de vigne qui a déjà au moins 4 ans. Donc l'enracinement au niveau du porte-greffe ne s'est absolument pas fait. Elle est complètement partie en enracinement traçant. Je l'ai arrachée comme ça. Il y avait quelques mètres de racines partout. C'est un pied qui ne vivra jamais. Il végétera toute sa vie. On peut tailler à 2 yeux toute sa vie dessus. Peut-être il grandirait un peu, mais on n'arrivera jamais à construire un pied avec un pied comme ça. Et ce sont des pieds qui sont également extrêmement sensibles. Pourquoi ils ne grandissent pas? Donc peut-être Thibaut vous parlera de cavitation tout à l'heure par rapport à cet été. Donc ça, ce sont des pieds qui sont extrêmement sensibles à tous les phénomènes de cavitation, puisque vu qu'ils sont enracinés de façon extrêmement superficielle, donc là où le sol sèche en premier, arrive un moment, ils sont soumis à un stress hydrique très important et il n'y a pas moyen qu'ils poussent. Et au niveau de l'enracinement pied franc, ils n'arrivent pas à descendre en profondeur non plus. Donc, attention à la plantation, l'entretien des sols. Et il y a une pratique que faisaient et que continuent à faire quelques propriétés, beaucoup de propriétés quand même ici sur la région, ce qu'on appelle, pas
par essence le sevrage, c'est-à-dire vraiment éliminer les racines superficielles, se préoccuper de où se trouve le point de greffe par rapport au sol au moment du débutage et nettoyer véritablement le pied entre les marquants et le libérer de toute la terre afin d'éviter l'affranchissement des pieds. C'est un point très important si on veut arriver à construire des pieds pérennes et à faire des jolies vignes. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions.